Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été demandée en commentaire et effectivement je me suis dit que ça serait une bonne idée de faire ça parce que je vous recommande très souvent des lectures en VO parce que c'est ce que je lis le plus, mais pour ceux qui me suivent et qui ne lisent que de la VF, et bien parfois vous avez envie de découvrir des livres dont je parle, mais vous savez pas s'ils sont traduits ou pas, et du coup, je me suis dit que là, j'allais vous faire une vidéo qui est consacrée seulement aux livres en français. Donc, soit des livres écrits par des auteurs français, soit des livres qui sont traduits ou qui vont être traduits vraiment très, 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 très rapidement. Je crois que j'en ai choisi qu'un seul qui va être bientôt traduit et qui ne l'est pas encore. Mais encore, il a déjà été traduit, ça va être une retraduction, donc ça compte pas vraiment. Bref, c'est que des livres que vous pouvez lire, même si vous ne lisez pas en anglais, parce que l'objectif, c'est qu'il y ait des recommandations pour tout le monde. Donc, vous allez voir, j'en ai sélectionné beaucoup. J'ai une pile ici, une pile là, donc il y en a où je vais pas m'attarder sur les résumés, sinon la vidéo va prendre trop de temps, mais je vais à chaque fois vous dire ce qui m'a plu et puis rapidement quand même de quoi ça parle. Mais c'est parti, il n'y a pas d'organisation spécifique puisque c'est tout simplement que des livres en français. Il y a des fois où moi j'ai des éditions en anglais, mais c'est des livres qui sont disponibles en français à chaque fois. En premier que j'ai en poche, on a celui-ci, ça va être plutôt, c'est pas une lecture très facile, et c'est Le consentement de Vanessa Springora qui a été adapté en film récemment. Il me semble que c'était en 2024 ou 2023. C'est un livre qui n'est pas facile à lire puisque on y suit Vanessa Springora. C'est une histoire vraie qui, à 14 ans, a été séduite par un célèbre écrivain quinquagénaire qui s'appelle Gabriel Matzneff, et leur relation qui était donc, c'est de la pédophilie, hein, puisque cet homme-là a revendiqué avoir eu des relations pédophiles et était un fervent activiste, hein, de son propre comportement sur les plateaux télé. C'était très démocratisé, visiblement, ça n'avait l'air de choquer personne. Il se revendiquait pédophile. Donc voilà. Et donc elle a décidé de parler de ce qu'elle avait vécu avec cet homme et de la manière dont ça ne choquait personne qu'il sorte avec une gamine de 14 ans. Ça parle de son emprise, ça parle de plein de choses et c'est extrêmement intéressant. Et ça dénonce le fait que pendant très longtemps, c'était quelque chose qui semblait être clairement accepté dans notre société. Et voilà, c'est important de lire aussi ce genre d'ouvrage. C'est très court, moi je l'ai lu en une seule fois, vraiment, je l'ai lu d'une traite. Et voilà, il est passionnant. Elle en a sorti un nouveau que j'ai très envie de lire aussi. On change de registre avec de la science-fiction. Là, c'est un tome 2 ou 3 que je vous ai pris, mais c'est la saga Annihilation de Jeff Vandermeer qui a été adapté en film. Le film était pas mal d'ailleurs, c'est le film qui m'a donné envie de le lire. Et c'est une saga qui est très très cool. Alors là, j'ai pris le dernier tome, donc ça va pas être très utile pour vous faire le résumé, mais en gros, il y a une sorte de phénomène qui est apparu sur une partie de la planète dans la zone qu'on va appeler la zone X, où il se passait plein de choses hyper bizarres et on a envoyé des soldats, des biologistes, plein de gens pour essayer d'étudier ce qui se passait à l'intérieur, sauf que soit les gens revenaient pas, soit ils revenaient de manière assez changée, et nous on y suit une nouvelle équipe qui va partir essayer d'explorer cette zone. C'est un univers qui est ultra riche et moi j'adore ce genre de livre avec la nature qui change, qui évolue pour devenir très creepy. C'est un truc que j'adore et clairement cette trilogie elle est top. Il me reste que le dernier tome à lire, mais voilà, je la recommande pour si vous aimez un petit peu ce truc de science-fiction un peu horreur avec la nature qui part en cacahuète un peu. Après, je vous ai fait une sélection aussi auteurs français, françaises, parce que bah, voilà, c'est cool aussi de lire dans sa langue d'origine, dans la langue d'origine du roman, c'est-à-dire que c'est bien de lire des traductions, mais c'est cool aussi de lire du français écrit par des Français et des Françaises. Donc bien évidemment, je vous recommande à 100% les livres de Clara Hérault. Là, j'ai L'effet boule de neige qui est donc sa romance de Noël qui était trop bien. On a Nos plus belles années qui est un roman plus engagé qui vient dénoncer les violences sexistes et sexuelles. Là, c'est à l'université, à l'école de Sciences Po, si je ne dis pas de bêtises. C'est deux romans complètement différents, mais elle a une plume absolument incroyable qui fait qu'on s'immerge à fond dans ses romans. Et voilà, j'ai adoré les deux. J'ai adoré aussi le tout dernier, Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Je ne l'ai pas encore acheté, mais j'ai trop envie parce que j'ai envie de les avoir tous dans ma bibliothèque. Et Clara Hérault, c'est un petit peu une valeur sûre. Et comme elle écrit des livres qui sont assez différents, je pense que peu importe ce que vous aimez, c'est assez facile d'en trouver un qui pourrait vous correspondre. Ensuite, en auteure française que j'aime beaucoup, on a Margot de Seine avec Absolu. Alors là, je vous ai pris le tome 2, mais c'est une trilogie, voilà. Et c'est une trilogie dystopique un petit peu. Ça se passe c'est censé être Varsovie, il me semble. Il y a eu, c'est des années plus tard, c'est dans un futur un petit peu futuriste, dystopique. Ouais, je vous fais vraiment un résumé à la base de mes souvenirs parce que j'ai lu le tome 3, donc il faut que je me rappelle ce qui se passe dans le tome 1. Mais il y a eu une guerre et ils avaient créé une sorte de créature terrible, et pour la contenir, ils ont été obligés de l'emmurer, c'est-à-dire de faire un énorme mur autour de l'ancienne ville
de Varsovie pour enfermer la créature et permettre de préserver la société de ce monstre-là. Et chaque année, ils envoient 100 nouveaux soldats, je crois, il me semble, dans la zone pour essayer de tuer la chose, quoi, la bête. Et voilà. Nous, on y suit certains de ceux qui vont être envoyés dans la zone et peut-être aussi les gens qui sont dans la zone et qui auraient survécu malgré la présence de la bête. Toujours en auteur français, on a Franck Tillier pour les thrillers. Je vous le recommande à chaque fois, mais Franck Tillier, vraiment, moi je suis fan de ses livres. J'ai lu tous ses livres, d'ailleurs, c'est, je pense, un des seuls auteurs dont j'ai lu l'intégralité de la bibliographie. C'est-à-dire que même tous ses premiers livres, je les ai lus et je suis fan, j'adore. Il en a un qui sort cette année, il me semble, et voilà, j'ai beaucoup trop hâte de le découvrir. C'est vraiment des thrillers qui sont géniaux. C'est assez sanglant, gore, donc faut pas avoir peur de ça. Mais c'est vraiment le genre de livre qui retourne le cerveau. Il y a aussi de temps en temps des critiques un petit peu de la société et ça se dévore. Vraiment, Franck Tilly, il écrit que des page-turners selon moi. Et dans le même style, je vous recommande aussi les romans de Maxime Chatham. J'adore Maxime Chatham, mais là j'en ai pas ici, ils sont tous chez ma mère parce que j'en avais acheté beaucoup, surtout quand je vivais encore là-bas, donc ils sont rester là-bas tout simplement parce que j'ai plus de place. Mais voilà, Maxime Chatham en termes de thriller aussi, c'est très cool. Et même en fantasy, il a écrit une saga jeunesse adolescente qui s'appelle Autre Monde, que j'avais dévoré quand j'étais plus jeune. Et ça, clairement, si vous aimez la fantasy young adulte ado, c'est incroyable, L'Autre Monde, vraiment c'est génial. On repasse à des auteurs internationaux, on a les livres de Emily St. John Mandel, incroyable. Il me semble que Sea of Tranquility, il est traduit, il s'appelle La mer de tranquillité en français. Station Eleven, là j'ai l'édition française, qui est publiée aux éditions Paille au Rivage. Voilà, c'est des livres, ça pareil, c'est de la science-fiction spéculative, c'est-à-dire qu'on va partir sur de la dystopie généralement un petit peu futuriste, une catastrophe naturelle qui s'est passée, une épidémie, quelque chose comme ça, et on va l'utiliser pour aller voir comment est-ce que l'humanité évoluerait dans ces conditions-là, et voilà, comment est-ce que la nature humaine changerait, comment est-ce que les humains se comportent face à ce genre de situation. C'est hyper intéressant. Celui-ci, c'est sur le voyage dans le temps avec une pandémie et la responsabilité de se dire est-ce que je sauverais des gens si je sais que ça a un impact sur le monde pas forcément positif. Et celui-ci, Station Eleven, pareil, c'est les trois quarts de la population a disparu et on y suit une sorte de troupe itinérante, je crois, qui se balade sur ce qui reste de la planète. Et pareil, c'est très philosophique, mais j'aime énormément. C'est philosophique, mais ça se lit quand même avec beaucoup de facilité et de fluidité. Celui-ci est vraiment relativement court, donc à choisir, n'hésitez pas à débuter par celui-là. Oh là là, je suis vraiment pas organisée. En auteur français, on a cette saga-là aussi en français qui est trop bien. Néo, la chute du soleil de fer, qui est une saga pareil, young adulte, adolescente. Encore une fois, un petit peu dystopique, puisque ça se passe dans un monde où les adultes ont disparu. Et il y a deux bandes rivales qui se font la guerre, voilà, malgré des catastrophes naturelles et tout. Donc c'est un peu en mode la guerre des boutons, mais version dystopique. Et c'est très cool. C'est une saga. Je crois qu'il y a 4 tomes qui sont sortis pour le moment. Je sais pas si on a plus, mais c'est très cool. On repasse à de l'anglais qui a été traduit. Celui-ci, là, j'ai le tome 2, mais c'est une saga qui avait été traduite, mais pas en entier. Et les droits ont été rachetés par De Saxus pour cette fois-ci traduire l'intégralité de la saga, j'imagine. Et c'est la saga La guerre du pavot, donc The Poppy War. Là, j'ai le tome 2 qui s'appelle The Dragon Republic, mais le tome 1, c'est The Poppy War. Et c'est de la fantasy vraiment plutôt adulte, même si les personnages sont quand même relativement jeunes. C'est des thématiques qui sont très poussées, c'est très sanglant, c'est hyper intéressant, c'est vraiment de l'épique fantasy comme je les aime, c'est-à-dire pas du tout édulcoré avec une intrigue politique qui est incroyable et un système de magie qui est beaucoup trop cool. Je pourrais pas vous faire le résumé parce que vraiment cette saga je l'ai lu il y a 5-6 ans, donc j'aurais peur de me tromper et de vous dire des trucs pas vrais parce que là en plus j'ai pas le tome 1 avec moi, mais vraiment si vous aimez l'épique fantasy avec une intrigue politique qui est voilà extrêmement bien construite et autour d'une guerre, et bien vous allez adorer The Poppy War, donc la guerre du pavot en français. Je sais pas, je sais que le titre avait été traduit pour la première traduction, mais je ne sais pas si De Saxus va aussi traduire le titre ou si ça s'appellera The Poppy War. J'ai été obligée de vous mettre un Vichwab, sachant que tous les Vichwab sont traduits en français, il me semble, mais la saga que je peux recommander en permanence, je parle beaucoup de La vie invisible d'Eddie Larue, mais une de mes sagas préférées de Vichwab, c'est la saga Vicious, et il me semble, si je ne me trompe pas, qu'elle est en train d'écrire un nouveau tome dans cette saga. Jusqu'à présent, il y en avait 2, il y avait Vicious et Vengeful, qui sont traduits aux éditions Lumen. Là pareil, j'ai des éditions anglaises, mais on s'en fiche, hein, c'est traduit, donc vous pouvez vous les procurer en français. Et ça, j'adore. Il me semble, si je me rappelle bien, parce
que pareil, celui-ci, je l'ai lu il y a 8 ans, je pense, un truc comme ça. On y suit 2 meilleures amies qui décident de faire une partie de leur thèse de doctorat sur les expériences de mort imminente et sur le fait que certaines personnes qui auraient eu des expériences de mort imminente auraient développé des pouvoirs suite à ça. Et ils vont donc décider, malgré les réticences de l'un d'eux, de faire justement, de s'auto-infliger en fait une expérience de mort imminente pour voir s'ils vont développer des pouvoirs. Et je ne vous en dis pas plus, mais c'est du Friends to Enemies. Voilà, qui est un trope qu'on voit pas souvent et que j'aime beaucoup. J'ai essayé d'en sélectionner dont je vous ai pas trop parlé trop régulièrement, mais je vous avoue qu'il y a quand même des classiques que j'aime bien vous représenter souvent. Celui-ci, j'en parle très souvent, mais c'est The Royal Coven de Juno Dawson, qui est, je crois que c'est une duologie ou il y a un... Non, c'est pas une duologie, parce qu'il y a un nouveau tome encore qui sort, mais c'est en gros de l'urban fantasy avec des sorcières. Les sorciers et les sorcières sont organisés dans des covens un petit peu séparés, mais les sorcières sont plus puissantes. Et ça se passe donc comme si c'était notre société à Londres, mais avec des sorcières. Sauf qu'il y a il y a une malédiction, comment ça s'appelle, un présage quoi, qui dit que le Léviathan va s'élever et que ce sera un enfant. Et donc quand une situation va se présenter avec un enfant, il va y avoir deux clans, ceux qui disent qu'il faut mieux supprimer l'enfant pour prendre aucun risque, et puis celles qui veulent le protéger parce que c'est un enfant quoi. Je vous en dis pas plus, mais moi j'adore, c'est trop bien. Et c'est un roman où il y a beaucoup de représentation et de la représentation qui est très bien faite, je trouve. En tout cas, je peux pas parler pour tout le monde parce que je suis pas forcément dans tous les différents types de représentations. Mais en tout cas, quand je l'ai lu, j'ai trouvé que les messages qui voulaient être transmis étaient bien transmis selon moi. Après, on a celui-ci, La maison au sortilège, que j'adore, de Emilia Hart. Celui-ci, c'est un livre sur 3 timelines, donc il faut aimer suivre, vous savez, différentes temporalités et des chapitres qui alternent, puisqu'on a 3 narratrices et chaque chapitre en fait alterne de narratrice et de temporalité. Donc ça se passe en 2019 avec Kate qui fuit son mari violent et qui va aller habiter dans un petit havre de paix. Et c'est dans ce même endroit que vivait en 1982 le personnage de Violette pendant la Seconde Guerre mondiale, qui se retrouve cloîtrée dans son domaine familial par son père. Et le dernier point de vue se passe en 1619 avec Alta qui connaît le secret des plantes et le savoir ancestral transmis de mère en fille. Et elle aide les gens du village jusqu'à ce qu'elle soit accusée de sorcellerie. Et voilà, on suit le point de vue de toutes ces femmes et leurs histoires qui se mélangent un petit peu. Et c'était 3 femmes très différentes et j'avais adoré avoir les différents chapitres, c'est-à-dire que j'étais jamais frustrée au changement de chapitre. Au contraire, j'ai trouvé qu'on avait toujours cette envie à chaque fois de se replonger dans le point de vue des différents personnages. Donc je le recommande à 1000%. Je sais que c'est un livre qui divise un petit peu pour le coup, soit on aime beaucoup, soit on n'aime pas, mais moi j'ai adoré. Ensuite, on a celui-ci en lecture engagée, Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou, qui parle du conflit en Syrie. Et j'ai eu la chance de rencontrer l'autrice pour pouvoir lui faire dédicacer l'ouvrage. Et elle nous a parlé donc du processus d'écriture, de l'histoire autour du livre, du contexte en Syrie. C'était hyper intéressant. Et voilà, ça je vous le recommande à 1000%. Donc ça se passe pendant le conflit en Syrie et on y suit le personnage de Salama qui a tout perdu. Elle a perdu sa famille. La seule personne qui lui reste, eh bien, c'est Leila, sa belle-sœur, qui est enceinte. Et elle va faire la rencontre de Kenan, qui est dans la résistance, en fait, utilise son téléphone pour tout filmer, pour tout partager. Et Salama, elle va se retrouver un petit peu, comment dire, tiraillée entre son envie de fuir pour pouvoir se protéger et protéger, eh bien, sa belle-sœur, ou rester et se battre. Et c'était vraiment un roman qui est phénoménal. Ensuite, là, on a de fantasy, même... non, non, en romantasy, non, celui-là, c'est plutôt fantasy, je pense, avec un peu de romance. Mais Spark of the Everflame, je vais vous en parler dans mon bilan lecture, puisque je l'ai lu ce mois-ci, en février, mais il est très cool. Clairement, j'ai adoré ma lecture, ça se lit super vite, super facilement. Le seul truc étant que on a l'héroïne la plus clueless, je sais pas trop le traduire, mais genre vraiment c'est le genre de personne qui a 20 000 indices qui pendent dans une direction et qui est en mode non, je vois pas, j'ignore, je vois pas, j'ignore. Donc ça c'est un peu frustrant, mais à part ça, l'histoire elle est vraiment trop cool, ça se lit super bien et j'ai clairement hâte de lire la suite. Je vous donne le résumé. Dans un monde colonisé par les dieux et gouverné par les descendants, leur cruelle progéniture, Diane Bellator aimerait échapper à son misérable quotidien. La disparition soudaine de sa mère l'oblige à entrer dans l'univers sombre des descendants afin de percer les mystères qu'Aurélie a laissés derrière elle. Contrainte de participer à la guerre civile qui s'intensifie, Diem devra naviguer entre les règles du pouvoir, de la politique et de l'amour pour sauver sa famille et l'humanité entière. Voilà. Et déjà, je trouve l'édition Collector absolument sublime, mais franchement, il est trop cool. Mis à part ça, je vous dis, ce truc, c'est que l'héroïne est chiante, mais
ça vaut quand même la lecture et j'ai vraiment envie de continuer à lire la saga. Après, en romantaisie pour le coup, celle-ci j'ai adoré, La Reine des Enfers, qui est une réécriture d'Hadès et Perséphone. C'est pas la meilleure romantaisie que vous allez lire de votre vie, mais pareil, encore une fois, c'est un super page turner et j'ai bien aimé le fait que les personnages d'Hadès et Perséphone soient présenté de manière un petit peu différente que ce qu'on peut avoir dans la plupart des réécritures, c'est-à-dire que là, le personnage d'Hadès, c'est un personnage beaucoup plus doux, beaucoup plus artistique, introverti et tout. Je trouvais que c'était très cool, ça change un petit peu. Et je vous donne le résumé, les dieux ont menti. Perséphone n'a jamais été kidnappée, ni retenue aux enfers par Hadès, elle s'y est précipitée. Hors de question pour la jeune déesse d'accepter le mariage arrangé auquel ses parents la destinent. Maintenant, elle doit convaincre Hadès de l'aider. Ce n'est pas une mince affaire, le dieu des enfers est tout à la fois, arrogant, hostile et terriblement sexy. Mais pour gagner sa liberté et conquérir son pouvoir, Perséphone est prête à prendre tous les risques. Mais voilà, ça clairement, si vous aimez le mythe d'Hadès et Perséphone, c'est une réécriture qui est très cool. Alors, ensuite, ça, je vous ai mis recommandation auteur qui est traduite en français, Émilie Henry. Je crois que la plupart de ses livres sont traduits en français et vraiment, j'adore ses romances. Donc, si vous voulez lire de la romance, je sais pas comment dire, parce que moi, j'aime. Il y a très peu de romances que j'aime, mais les romances d'Emily Henry qui sont pas du tout toxiques, qui sont toutes douces, pas trop de smut et avec des personnages qui ont des super personnalités, bien clairement c'est le genre de romance que je vous recommande. Là j'ai Funny Story et Happy Place. Happy Place c'est celui que j'ai le moins aimé, mais j'ai quand même bien aimé. Mais Funny Story c'est mon favori avec Beach Read, mais il y a aussi You and Me on Vacation que j'ai adoré. Il me semble que Beach Read et You and Me on Vacation, ils sont déjà traduits. Funny Story, je sais pas. Happy Place, oui. Funny Story, je sais pas s'il est déjà traduit. Mais c'est pour vous dire que voilà, c'est des livres que vous pouvez retrouver traduits en français si vous aimez la romance. Ça, moi, j'adore. Toujours en romance, mais cette fois-ci, romance plutôt young adulte. Donc vraiment, pas de smut, très cosy, très cute. Plus que hot. Je sais pas si vous voyez la différence. Genre, Emily Henry, ça reste quand même un petit peu sexy. Ça, c'est plus cute. Better Than the Movies de Lynn Painter. Il y a le tome 2 qui vient de sortir, que j'ai, je sais pas où, qui s'appelle Nothing Like the Movies. Et voilà, ça, c'est très cool. Plein de références aussi au cinéma et à la musique, puisqu'on a un personnage qui adore les comédies romantiques et qui se fait des petites playlists pour accompagner sa vie au quotidien. C'est trop cool. Et donc dans celui-ci, on y suit le personnage de Liz Buxbaum, qui est donc une fan de comédie romantique, comme je vous l'ai dit. Elle croit en l'amour avec un grand A depuis toujours, et elle en est sûre, le prince charmant est forcément là, quelque part, à l'attendre. Pourtant, à l'approche de la fin du lycée, ses espoirs de trouver le garçon idéal s'amenuisent. Mais voilà que Michael Young, son amour d'enfance, revient s'installer dans le quartier après 10 ans loin d'elle. À quelques semaines du bal de promo, ce ne peut être qu'un signe du destin. Pour attirer l'attention de Michael et l'accompagner au bal, Liz est prête à tout, même à former une alliance avec Wes Bennett, son détestable voisin et ennemi d'enfance. Donc autant vous dire que Liz, c'est la définition de romantiser sa vie. Vraiment, elle passe sa vie à faire ça et c'est hilarant. Et on a, vous vous en doutez, le trope du fake dating et un peu de enemies to lovers, mais c'est plus du... je sais pas comment dire. Tu me saoules, to lovers, que du enemies. Mais c'est vraiment... On peut pas se piffer, mais en même temps... Tu vois, on vit à côté, on aime bien se faire des vannes et tout, donc bref, c'est trop mignon, j'aime trop et je vous recommande. Et enfin, là, je n'en ai pas en français à part Wayward Pine, mais Wayward Pine, ça fait 8000 fois que je vous en parle, donc j'ai dit cette fois-ci, je change. Mais je voulais vous recommander les livres de Blake Crouch en règle générale parce qu'ils sont quasiment, il me semble, je pense vraiment tous traduits en français et c'est des livres qui sont trop bien. C'est un peu dans le même genre que Emily St. John Mandel, mais quand même un peu moins spéculatif, donc ça va être de la science-fiction, pareil, dystopique, ou ça va être des améliorations corporelles, des améliorations technologiques, scientifiques, avec des personnages qui vont vivre plein d'expériences. Ouah, vraiment, mon résumé, il est, il est si peu explicatif. Mais parce que je vous résume pas un livre en particulier, je veux vous résumer un peu ce qui s'y passe. Mais c'est vraiment ça, genre science-fiction futuriste dystopique avec des messages qui sont intéressants et un côté vraiment très page-turner que j'aime beaucoup avec Blake Crouch. C'est toujours très cool et voilà. Ils sont quasiment tous traduits, donc je vous conseille de tester. Et voilà, c'est tout, c'est déjà pas mal. En vrai, j'en aurais encore plus à vous recommander, mais je me suis dit qu'au besoin, je vous ferai une deuxième vidéo parce que sinon ça va être trop long. Mais j'espère qu'il y a des recommandations qui vous auront plu. Et puis n'hésitez pas à me dire quels sont les livres dispo en français que vous recommandez en permanence. Parce que bah voilà, c'est toujours cool d'échanger nos recommandations en commentaire. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!